Quand on entend une note de musique, en fait, on entend bien plus qu'un simple son. On entend la solution à un problème, un très très vieux problème de mathématiques et de physique. Un problème qui a tourmenté les esprits, de la Chine antique à l'Europe de la Renaissance, et qui nous mène aujourd'hui jusqu'à un laboratoire de physique moderne. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'un instrument parfaitement accordé est mathématiquement impossible? C'est ça la grande question. Et c'est un vrai paradoxe. D'un côté, il y a ce que notre oreille adore, les harmonies pures, celles qui sont basées sur des rapports mathématiques tout simples. Et de l'autre, eh bien, essayer de créer une gamme musicale qui sonne juste dans toutes les tonalités, avec ces mêmes rapports, c'est tout simplement impossible. C'est un conflit fondamental entre la beauté des maths et la flexibilité de la musique. Pour comprendre, il faut revenir à la base, à la physique d'une corde qui vibre. C'est un sujet qu'on étudie depuis Galilée. Chaque corde a ce qu'on appelle une fréquence propre. Et ce qui est fascinant, c'est que les harmonies qui nous paraissent justes, qui sonnent bien, comme l'octave ou la quinte parfaite, correspondent à des rapports de fréquence incroyablement simples. 2 sur 1 pour l'octave, 3 sur 2 pour la quinte. C'est comme si la nature elle-même préférait les fractions simples. Du coup, le grand défi, pendant des siècles, c'était ça. Est-ce qu'on peut construire une gamme musicale entière, nos 12 notes familières, en utilisant uniquement ces rapports purs? C'était un peu le Graal. Mais, comme on va le voir, chaque tentative s'est révélée être une sorte de hack, une bidouille astucieuse, oui, mais toujours fondamentalement imparfaite. Et attention, ce n'est pas un problème récent. On trouve des traces de cette quête dès 2700 avant notre ère en Chine, avec Linglun. Plus tard, en Grèce, le fameux Pythagore a formalisé une méthode basée sur l'empilement de quintes parfaites. Et puis, si on fait un grand saut dans le temps, à la Renaissance en Europe, on a préféré un autre système, l'intonation juste, parce qu'il offrait des tierces plus pures, plus belles à l'oreille. Chaque époque, chaque culture a essayé de résoudre cette énigme. Alors, où est-ce que ça coince avec l'approche de Pythagore? Le problème, c'est ce qu'on appelle le cercle des quintes. L'idée est simple, en théorie. On part d'une note, disons un Do, et on monte de 12 quintes pures. Logiquement, on devrait retomber pile sur un Do, mais quelques octaves plus haut. Sauf que ça ne marche pas. Les maths sont têtus. On arrive sur une note qui est un tout petit peu trop haute. Ce petit décalage crée un intervalle horriblement dissonant, la quinte du loup, qui rendait une tonalité entière injouable. Le cercle ne se refermait jamais parfaitement. On s'est donc retrouvé face à un sacré dilemme. D'un côté, l'accord pythagoricien, obsédé par la pureté des quintes, il donnait des tierces qui sonnaient vraiment faux et étaient très peu flexibles. De l'autre côté, l'intonation juste, là les tierces étaient magnifiques, mais seulement dans une seule tonalité. Pour en changer, il fallait tout réaccorder. Bref, c'était une impasse. Chaque solution résolvait un problème en créant un autre. Et c'est là qu'arrive la solution moderne, celle qu'on entend absolument partout aujourd'hui. C'est un compromis, mais un compromis de génie. Le tempérament égal à 12 tons. L'idée est radicale. On va tout simplement renoncer à la perfection. Fini les rapports d'entiers parfaits. À la place, on prend l'octave et on la découpe en 12 intervalles mathématiquement identiques. C'est de l'ingénierie mathématique pure et dure. Le nombre magique derrière tout ça, c'est la racine douzième de 2. Un nombre irrationnel, environ 1,059460. En gros, ça veut dire que pour monter d'un demi-ton, on multiplie la fréquence par ce chiffre. La conséquence est énorme. À part l'octave, qui elle reste parfaitement pure, tous les autres intervalles sont très légèrement faux. L'erreur du cercle des quintes, au lieu d'être un gros problème concentré à un seul endroit, est maintenant habilement répartie en toutes petites doses, presque imperceptibles, sur toutes les notes de la gamme. Ce tableau illustre parfaitement ce compromis. Regardons la tierce majeure. En intonation juste, elle est à 38600. Dans le système pythagoricien, elle grimpe à 408, ce qui sonne très durement. Le tempérament égal la place à 400, un juste milieu. Pareil pour la quinte parfaite, qui passe de 700-200, la valeur pure, à 700. C'est une imperfection minuscule, presque inaudible, mais c'est ce petit sacrifice qui permet à tout le système de fonctionner, quelle que soit la tonalité. Donc, le point crucial à retenir, c'est que ce système n'a rien de naturel. Comme le souligne une des sources, il a été adopté par nécessité. La musique devenait de plus en plus complexe, les compositeurs voulaient pouvoir changer de tonalité librement, et les anciens systèmes ne le permettaient tout simplement pas. On a donc imposé une solution mathématique à un problème qui venait de la physique. Et maintenant, on fait un bond. On quitte l'histoire de la musique pour atterrir dans un laboratoire de physique contemporain. Parce qu'une expérience récente renverse complètement la perspective. Au lieu de forcer un système à se conformer à une grille rigide, que se passerait-il si le système lui-même pouvait s'ajuster pour trouver l'harmonie? Voici l'expérience en question. À gauche, une corde de piano standard. Elle ne vibre de manière significative que si on l'excite à ses fréquences propres, ses notes naturelles. Elle ignore la plupart des autres fréquences.
À droite, le système modifié. La même corde, mais avec une petite perle qui peut coulisser librement. Ce simple ajout, ce degré de liberté, change absolument tout. Le résultat est juste bluffant. Ce système devient auto-adaptatif. Lorsqu'on lui applique une fréquence extérieure, il ne reste pas passif. La perle se déplace d'elle-même le long de la corde. Le système se réorganise pour trouver un état où il peut entrer en résonance avec la force appliquée. Et ceci illustre brillamment le mécanisme. La position de la perle modifie les propriétés physiques de la corde, comme sa masse effective à différents points. En se déplaçant, la perle ajuste en temps réel les fréquences propres du système. Elle se place spontanément à un endroit qui maximise l'amplitude de la vibration, accordant ainsi la corde à la fréquence qu'on lui impose. Et attention, ce n'est pas que de la théorie, ces données expérimentales le prouvent. Regardons bien ce graphique. L'axe horizontal, c'est la fréquence qu'on impose à la corde. L'axe vertical, c'est l'endroit où la perle se positionne. Et ce qu'on voit est fascinant. À mesure que la fréquence change, la perle ne bouge pas de façon continue. Elle effectue des sauts nets et précis vers de nouvelles positions d'équilibre. Le système trouve activement et tout seul le point exact où il doit se placer pour vibrer en harmonie. C'est une conclusion très puissante. Une corde fixe est sourde à la plupart des fréquences. Mais cette corde, avec son simple degré de liberté, peut vibrer en réponse à presque n'importe quelle fréquence. D'une certaine manière, on peut dire qu'elle a appris à écouter son environnement et à s'y adapter. Et ce principe se généralise. Regardez cet autre exemple. Ce que l'on voit ici, c'est un film de savon soumis à des ondes sonores. Les motifs qu'on observe sont des variations d'épaisseur. La matière du film elle-même s'est réorganisée, s'accumulant dans les zones de forte vibration pour entrer en résonance avec le son. C'est de la masse qui s'adapte pour trouver l'harmonie. Les implications de ce principe d'auto-adaptation sont immenses. On peut imaginer des lasers qui s'ajustent d'eux-mêmes, des systèmes d'annulation de bruit beaucoup plus efficaces, des détecteurs micro-ondes ultra sensibles, et bien sûr de tout nouveaux types d'instruments de musique qui pourraient moduler leur propre son de manière dynamique. Cela nous laisse avec une question fascinante. Pendant des siècles, en musique comme dans de nombreux autres domaines, on a cherché le compromis parfait et rigide. Et si la véritable solution n'était pas un compromis, mais la liberté pour un système de trouver sa propre harmonie avec le monde qui l'entoure.